Le CMB passait de 2,9 à 3,4, une augmentation de pratiquement 50 points de base. Ça m'impacte directement parce que présentement, je construis, puis mon taux, il n'est pas encore fixé. Fait que là, moi, dans un cas comme il se passe présentement, je vais peut-être avoir un rachat de taux à faire. Si tu contactes la banque directement, tu deals avec un banquier, lui, il travaille pour la banque. Il va monter le dossier pour les paramètres de la banque, pour que la banque elle soit confortable. Fait que j'ai un 0,6 d'écart entre le taux plafond et le taux du jour. Au moment du jour, ouais. C'est quoi l'impact financier pour moi? J'ai un chèque à faire, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu as un chèque à faire. Puis, en fait, c'est que puisque tu as un taux plafond. What's up, guys? Ce que vous apprêtez à regarder, c'est une discussion que j'ai eue avec mon courtier hypothécaire, Derek Baril de Planiprêt, concernant le changement récent dans le prêt hypothécaire commercial pour des projets comme ici, spécialement suivant la guerre en Iran qui a fait jumper le CMB de façon drastique. Fait qu'on parle de l'impact que ça a pour des entrepreneurs avec des projets comme moi présentement, qui vit vraiment les conséquences de ce changement rapide dans le taux hypothécaire. Mon objectif avec ces entrevues-là, c'est toujours de partager la réalité de c'est quoi vraiment construire de l'immobilier en 2026. Donc, si vous voulez me supporter dans cette mission-là, s'il vous plaît, allez liker la vidéo, laissez peut-être un commentaire, assurez-vous de subscribe à la chaîne, ça m'encourage beaucoup à continuer. Je sais aussi que certains d'entre vous vont préférer écouter ça dans leur char ou au gym, peu importe, en format podcast. Donc, je l'ai aussi mis sur Spotify. Vous allez pouvoir trouver le lien dans la description. Sinon, ben, enjoy the show. C'est parti avec Derek Baril sur Construire le Québec. Let's go! Quand on voit un background comme ça, évidemment, à quoi on pense? À la construction du projet. Mais un point qui est aussi critique pour le succès d'un projet, c'est le financement. Aujourd'hui, je suis avec mon courtier hypothécaire, Derek. Merci beaucoup, Derek, d'être ici aujourd'hui. Avec grand plaisir. Puis aujourd'hui, le but de la rencontre, c'est de parler du marché immobilier, du marché du financement hypothécaire commercial pour des projets comme ça. Derek, je vais te laisser te présenter. Oui, donc moi, je suis courtier hypothécaire commercial. J'assiste les entrepreneurs, les développeurs, les investisseurs dans leurs projets, que ce soit des projets de construction, des acquisitions et des refinancements. Puis je me spécialise surtout dans le financement SCHL, APH Select, financement de construction. Donc, je suis vraiment là pour des investisseurs comme toi qui font des projets de construction. Puis on commence de A, puis on s'en va jusqu'à Z. Donc, on suit tout le processus, puis on s'assure que le financement soit optimal pour vos projets. Nice, nice. Puis justement, le financement SCHL, on va en parler aujourd'hui. L'APH Select, il y a des changements qui s'en viennent. Je vais être vraiment curieux que tu m'en dises un peu plus, puis que tu me donnes ton opinion là-dessus. Oui. Avant de parler de tout de suite l'APH Select, par contre, j'aimerais ça qu'on parle de l'économie un petit peu plus globale parce que surtout, présentement, on vit un peu une situation extrême. Ouais. Je parle des obligations du Canada qui ont augmenté drastiquement depuis à peu près un mois, je te dirais. Au début de la guerre en Iran, ça l'a fait grimper absolument les taux. Puis, c'est sûr que… En termes de financement, là, disons, avant la guerre en Iran, peux-tu nous donner les chiffres un petit peu? On était à quel genre de pourcentage pour un projet comme ici? Puis aujourd'hui, c'est quoi l'impact? C'est quoi la différence sur, disons, mon taux en date d'aujourd'hui? Mettons que j'aurais pris mon hypothèque il y a 4 semaines, 1 mois, 2 mois. Et aujourd'hui, en termes de taux, comment ça se compare? Donc, avant la guerre en Iran, je dirais mi-février, fin février, on avait des excellents taux. On avait un CMB qui jouait autour de 2,9, 2,90, 2,95, dépendamment des semaines. C'était assez stable. On voyait une belle baisse là, depuis 2025. Nice. Et là, on a eu la guerre en Iran. Ça a créé beaucoup d'incertitudes. Les investisseurs bougent de plus des actifs comme les actions, des actifs volatiles. Ils s'en vont plus vers les obligations qui sont considérées sécuritaires. Puis là, ça fait augmenter les taux des obligations. Donc, en ce moment, le CMB, je dirais que ça a grimpé à 3,30, 3,35, 3,40. Ça bouge, là, c'est extrêmement volatile en ce moment. Ça peut monter de 10 points de base comme ça peut descendre d'une journée à l'autre. Ouais. Ce que ça fait, ça, bien, le taux SCHL est directement lié au CMB. Généralement, un taux SCHL pour un projet comme ici, c'est un bitplex. On va être à CMB plus 0,80, CMB plus 0,90, CMB plus 1, tout dépendamment de l'offre de la banque, là, puis du montant de financement. Donc, si tu es à CMB plus 1 allons-y simple,
ben là, c'est sûr que ton taux, le CMB est passé de 2,9 à 3,4. C'est une augmentation de pratiquement 50 points de base. Fait qu'on parle de 3,9 à 4,4 d'intérêt à peu près, Ouais, ça serait juste ça, en l'espace d'un mois. Là. Ouais, en ce moment, c'est là qu'on est. Là. Bien, ça m'impacte directement parce que présentement, je construis, puis mon taux, il n'est pas encore fixé. Fait que pour le monde qui ne sait pas comment ça fonctionne, on fixe notre taux uniquement quand l'immeuble est stabilisé. Donc, quand que les locataires sont dans le logement, quand on a des loyers qui rentrent. Ouais. Puis, jusqu'à cette date-là, on est un peu à la merci de la fluctuation du taux. Ouais. Fait que là, moi, dans un cas comme il se passe présentement, ben, tu pourrais nous en dire plus, mais je vais peut-être avoir un rachat de taux à faire. Ouais. Je ne dois pas être le seul de tes clients qui vit ça en ce moment. Non. Peux-tu nous expliquer un petit peu le mécanisme, comment ça se passe quand on a une variation comme ça, l'impact que ça a pour les investisseurs, comment ça fonctionne le rachat de taux? Oui. OK. Bon, plusieurs questions en une. Ouais. On va essayer d'y aller pas trop en détail, là, mais en fait, projet de construction, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va commencer par présenter le dossier de financement à la SCHL. Quand on présente un dossier, il faut le présenter avec un taux plafond. Ouais. Donc, on le soumet avec un taux qui doit faire du sens au moment qu'on le soumet. Puis, c'est sûr que le but aussi, c'est d'aller chercher un maximum de financement habituellement. Donc, on va aller chercher un financement à 95 par exemple, dans PH Select. On va essayer de soumettre à un taux qui permet ça. Ouais. Puis, des fois, on va aller avec un taux qui est un peu plus agressif. Puis, moi, ben, je l'explique aux clients. Je dis, écoute, on y va avec un taux agressif, ça se peut qu'il y ait un rachat de taux, même si les taux montent pas. Juste s'ils restent stables, bien, ça se pourrait qu'il y ait un rachat de taux. Là, si les taux montent, ton rachat de taux va être encore plus élevé. OK? Donc, durant la construction, ton taux va être variable. OK? On ne fixe pas le taux tant et aussi longtemps que la construction n'est pas finalisée, comme tu viens de dire. Puis, une fois que la construction est finalisée, c'est là qu'on va venir fixer le taux. Le taux 5 ans, qui va être basé sur CMB plus la marge que la banque vient prendre. Ouais. OK? Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, si le taux est plus élevé, ton taux contractuel de CMB plus, disons, 1 arrive plus élevé que le taux auquel on a soumis à la SCHL, exact. Il faudra effectuer un rachat de taux. Un rachat de taux, c'est quoi? C'est que tu viens payer un montant à la banque pour artificiellement baisser le taux que tu aurais. Disons que c'est 4,50. La banque va le baisser artificiellement à 4 par exemple. C'était ça le taux maximal qui avait été autorisé à la SCHL. Fait que je reformule. Nous, on avait soumis mon dossier, disons, à 3,8 parce que je pense que c'était quelque chose comme ça. Ouais. Mais là, à cause de l'augmentation du CMB, là, le taux aujourd'hui, je suis rendu à faire à fixer mon taux. On est rendu à 4,4 mettons. Ouais. Fait que j'ai un 0,6 d'écart entre le taux plafond et, disons, le taux du jour. Au moment du jour, ouais. C'est quoi l'impact financier pour moi? J'ai un chèque à faire, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu as un chèque à faire. Puis, en fait, c'est que puisque tu as un taux plafond qui a été accepté par la SCHL, il faut mettre ce taux-là sur ton prêt. Il faut que ce soit 3,8. Donc, il va falloir que tu fasses un chèque. Tu vas payer l'intérêt supplémentaire sur la période de 5 ans. Donc, disons que c'est un montant de 20 000 ou 25 000. Des fois, c'est plus, des fois, c'est moins. Ça dépend de ton financement. Ça dépend c'est quoi la quantité de taux à baisser, puis ça dépend aussi c'est quoi le montant de financement. Ouais. Donc, ça fait varier le... Parce que 20 000, c'est pas tant que ça. Là. Ça 20 peut 000, être pas mal plus. Ça peut aller vite, c'est ça. Puis, sur un 50 portes, sur un 100... Ouais. Il y a des gros rachats de taux qui s'en viennent en ce moment. C'est plate à dire, mais c'est ça. On n'a pas de contrôle là-dessus. C'est ça. Puis... Ce qui est important de savoir, c'est qu'un rachat de taux, ce n'est pas une dépense supplémentaire, dans le sens que c'est de l'intérêt que tu paierais de toute façon, mais tu vas la payer d'avance. OK? Donc, c'est pas comme « Ah, shit, je paye ce montant-là, puis c'est de l'argent que je mets à l'eau. » C'est de l'intérêt que tu paierais de toute manière. C'est juste que là, tu le payes d'avance, comme ça, le taux va être artificiellement réduit. Ouais. Puis, ce rachat de taux-là, grâce à tout l'effet de levier du prêt SCHL qui est amorti sur 40 ans ou 45 ans, puis donc toute la force de l'effet de levier, un rachat de taux de 20 000, généralement, va venir te permettre de financer 60 ou 80 000 de plus. Donc, tu fais x3 ou x4. Je t'arrête parce que je trouve ça vraiment intéressant ce que tu as dit. Tu as expliqué que
que le rachat de taux, tu l'aurais quand même payé, cette prime-là. C'est parce que toi, quand tu analyses ton dossier, puis tu te dis, moi, je soumets un taux plafond de 3,8 bien, tous les calculs du bloc, le cash flow de l'immeuble, parce qu'on s'entend, pour que ton dossier il passe, il faut que l'immeuble il cash flow, il faut qu'il couvre les ratios de couverture de dette. Les ratios, exact. Fait que pour continuer à respecter ça dans tes entrées d'argent, à cause de la hausse de taux, bien là, on doit racheter le taux, donc payer la surprime d'intérêt pour continuer à respecter les ratios, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, tous les ratios ont été calculés à un certain taux. Quand que tu ce l'as soit présenté. 3,8 dans ton cas ou 4 la SCHL, elle a qualifié le financement avec ce taux-là. Ouais. C'est sûr que si on vient augmenter le taux à 4,50, c'est plus les mêmes paiements hypothécaires. Ouais. Donc, à moins qu'on réduise le montant de financement, mais on ne peut pas faire ça non plus. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir artificiellement baisser le taux avec un rachat de taux pour que les paiements hypothécaires puis les ratios restent pareils. Mais, tu sais, ce taux-là, le taux auquel on a soumis à la SCHL, finalement, c'est un taux auquel on a prédit. C'était pas le vrai taux. C'est ça que les gens doivent comprendre. Donc, surtout avec un projet de construction, qui va durer longtemps. Qui va durer 6 mois, 9 mois durant la construction. Nous, on soumet le dossier à la SCHL avant même que la construction commence. Donc, c'est sûr qu'il y a une incertitude à dire ça va être quoi le taux quand tu vas le fixer. Puis des fois, tu es chanceux, des fois, tu n'es pas chanceux. Honnêtement, ça, c'est le bout que je trouve que crime, c'est quasiment du gambling. Là. Il y a une partie gambling parce que le rachat de taux, on se mentira pas. Oui, on comprend, on paye de l'intérêt, tout ça, mais c'est des liquidités qu'on perd. C'est de l'argent qu'on laisse, tu sais, comme au jour 1, quand on doit faire le rachat de taux, c'est de l'argent de plus qu'on doit injecter dans le projet que si les taux auraient été en notre faveur, on n'aurait peut-être pas eu, on n'aurait pas eu besoin d'injecter cet argent-là. Exact. C'est un peu comme le voir comme ta mise de fonds est un peu plus grande finalement. Exact, c'est ça. Puis si ton projet il est déjà, tu es déjà très serré financièrement, ça peut avoir vraiment un impact là, sur des investisseurs. Là, ce qui est important, c'est justement l'importance d'avoir du lousse. Puis de dire, si je fais un projet de 2 millions, ben j'ai-tu les liquidités nécessaires? Que s'il y a une bad luck qui arrive pour le taux, mais aussi pour la construction, peu importe, que tu as la On pense marge. des fois les bad luck, ça te prend un 5 de contingence pour si jamais il y a ça qui arrive. Ça te prend peut-être aussi un petit 5 de contingence pour s'il y a un rachat de taux. Mais, OK, puis excellent. Puis j'ai aimé ça. Tu as commencé à l'expliquer au début, mais je trouve ça vraiment intéressant. Puis j'en connais pas tant que ça sur le sujet. Là, on parle de finance aujourd'hui, là, puis j'aime ça parce que j'adore la finance, mais c'est sûr qu'on est plus technicalité. On est dans de la finance un peu plus poussée. Mais tu as expliqué que le CMB, les obligations du Canada, étaient basées un petit peu, c'est comme un placement qui est sécuritaire, tu sais. Ouais. Puis là, avec l'incertitude de la guerre en Iran, ben est-ce que tu serais est-ce que je l'explique bien si je dis que il y a des personnes qui ont quitté des investissements plus risqués puis qui ont voulu mettre leur argent plus dans quelque chose de safe? Fait qu'il y a eu plus de demandes pour les obligations des obligations du Canada. Puis le fait que la demande augmente, ça fait augmenter le taux. Est-ce que je comprends bien? Donc là, en ce moment, il y a une plus forte demande pour les obligations en général. Le marché obligataire est en plus forte demande. Il y a beaucoup d'argent qui bouge des actions vers les obligations. C'est ça qui fait monter le taux. Ça fait augmenter les taux obligataires, puis c'est ce qu'on vit en ce moment. Qui décide du taux? C'est vraiment le libre-échange, c'est l'offre et la demande? C'est l'offre et la demande, là, surtout. Là, les obligations, ça va vraiment être en fonction des... Donc, la Banque du Canada, elle n'a pas un contrôle direct comme sur le taux directeur. Le taux directeur, c'est vraiment l'outil de la Banque du Canada qu'elle utilise, ce qui va faire... il va avoir un impact direct sur les taux variables. Donc, c'est deux choses différentes. Les taux prime. Donc, c'est sûr que c'est un projet de construction. Si la Banque du Canada vient baisser le taux directeur, tu as un impact sur ton taux de construction, qui est à taux variable. Mais pour ce qui est du CMB, puis ton taux fixe que tu peux avoir avec CMB plus la marge que tu vas avoir avec ta banque, ça, la Banque du Canada n'a pas vraiment de contrôle là-dessus. Donc, c'est vraiment juste, c'est quoi le marché obligataire à ce moment-là? Puis, est-ce qu'on est dans une tendance haussière, baissière? C'est plus ça, là. Puis, en tout cas, ça, c'est quand même fascinant parce que c'est fou l'impact que ça a quand même sur ton financement. Puis même quand tu qualifies ton projet, que tu présentes un projet à 4,5 ou à 3,5
tu n'auras pas le même montant de Ben non. financement non plus. Là. C'est ça. Puis ça aussi, c'est énorme. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui font des projets qui sont à côté, en bon français, tu sais, qu'ils vraiment, ils optimisent la grosseur des logements pour faire des petits logements, pour optimiser leur prix au pied carré, tu sais, puis ils payent déjà un terrain très cher, la construction leur coûte très cher. Puis quand ils sont déjà à côté, puis que quelque chose comme ça arrive, ben écoute, ça peut faire la différence entre pas y arriver pantoute dans ton projet. Là. Fait que toi, dans ton travail de courtier hypothécaire, comment tu prépares, comment tu accompagnes les entrepreneurs quand justement on ne sait pas l'avenir, puis on ne sait pas ça va être quoi les variations de taux qui s'en viennent? Oui, ben c'est là que pour moi, l'accompagnement, c'est que ce qui est important, c'est de s'assurer que le client n'est pas à côté, justement, comme tu viens de dire. Donc, en construction, surtout, il y a beaucoup d'imprévus qui sont possibles. Puis, autant aux côtés des coûts de la construction, comme le taux aussi. Donc, on veut s'assurer d'avoir assez de liquidité pour avoir, pour le projet dans lequel on s'embarque. OK? Tu ne veux pas arriver et dire, moi, j'ai le 5 J'en ai des fois qui m'appellent, disent, hey, j'ai 5 de mise de fonds, je veux faire un projet de 2 millions. Go, comment qu'on fait ça? Non, ça ne fonctionnera pas. Premièrement, tu as une retenue sur ton prêt de construction. C'est pas vrai que ça prend juste 5 de mise de fonds, là, faire un projet. Tu as besoin d'avoir des liquidités de côté pour des imprévus. Les banques vont s'en assurer, premièrement. Puis là aussi, avec la période qu'on est, tout ce qui se passe avec les taux, l'incertitude dans le marché, le marché locatif qui s'est calmé aussi. Ouais. Bien, les banques sont plus prudentes, la SCHL est plus prudente. Ils veulent voir des clients qui ont beaucoup de liquidités, qui ont une solidité financière. Est-ce que tu as accès à une marge de crédit de 300 000? Est-ce que tu as accès à des liquidités de côté? Est-ce que tu as de l'équité dans tes propriétés que si jamais il y a quelque chose qui arrive, tu peux accéder à ces fonds-là? Donc, moi, c'est une des premières choses que je regarde avec le client. Pour moi, ta situation financière, puis est-ce que ça fait du sens de s'embarquer dans ce projet-là? Est-ce que c'est réaliste? On ne perdra pas notre temps si c'était trop serré. Puis, l'union fait la force. Une bonne chose à faire, ça peut être de se trouver des partenaires. Si toi, tu es entrepreneur général, d'avoir un partenaire financier qui lui vient amener la stabilité puis la force financière, ça peut être une excellente façon de faire des beaux projets puis justement de pas être trop serré. Puis, c'est ça. Puis, mais moi, j'aimerais ça rebondir sur quelque chose que tu as dit parce que je trouve ça vraiment intéressant. Puis des fois, je pense que c'est mal compris. Tu sais, tu disais quelqu'un qui arrive et qui a 5 de mise de fonds. Pourquoi le 5 de mise de fonds? Parce que le programme APH Select te permet de financer jusqu'à 95 du coût de construction et ou de la valeur, là, je ne suis pas certain. Mais c'est ça, dans la réalité, tu as besoin de bien plus que 5 de mise de fonds. Tu sais, ça, c'est peut-être si tu es extrêmement chanceux et ton projet va extrêmement bien, ce que tu vas laisser dans le projet. Mais ce que tu as besoin pour rouler le projet, c'est tout à fait différent. Tu sais. Toi, aurais-tu une règle de pouce que tu dis au monde que, parce que je sais que chaque projet est différent, mais combien tu dirais que tu as besoin réalistiquement de liquidité pour faire un projet, tu sais, d'un projet de cette envergure-là, une construction d'un 8plex ou quelque chose comme ça? Est-ce que c'est 5 ou est-ce que c'est plus comme 20 C'est quoi que tu répondrais à ça? Donc, si on vient financer un projet de construction en SCHL, en APH Select, puis qu'on est capable de mettre en place un financement à 95 ce qui est best case scenario. Best case, qui n'arrive pas souvent. C'est ça n'arrive pas toujours, ça c'est sûr. Puis 95 bien, c'est 95 du plus bas entre ton coût de construction, la valeur marchande de ton projet ou la valeur économique. Moi, juste à titre de référence ici, pour le monde qui nous écoute, moi, ça se situe plus à 92 disons. Là, ce qui est déjà très, très bon. Ce qui est excellent déjà. Là, oui, fait 95, j'ai jamais vu ça. Mais je te laisse continuer. C'est difficile, exact. C'est un gros défi. Puis si on est à 95 la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a une retenue sur le prêt de construction. Donc, sur la partie du financement de construction, la partie des hard costs, il y a une retenue de 10 habituellement qui est appliquée. Donc là, on passe de 5 à un peu moins que 15 là, parce qu'il n'y a pas une retenue sur toute l'entièreté du prêt. Puis après ça, ben, les banques, eux, vont vouloir s'assurer, comme on disait un peu avant, que le client a des liquidités supplémentaires. OK? Parce que, pourquoi? Tu as des délais entre tes déboursés, premièrement. Donc, tu reçois un déboursé, OK, après ça, ta construction, elle continue, tu continues à payer tes entrepreneurs, tes ci, tes ça. Puis,
Ça, ton prochain déboursé, c'est peut-être juste dans un mois et demi. Donc, il faut que tu aies du lousse entre tes Tu as un déboursés. fonds de roulement. Il faut que tu aies un fonds de roulement, exact. Ouais. Donc, je dirais, règle de pouce, généralement, c'est les banques vont vouloir s'assurer que tu as au moins 25 de liquidité, mise de fonds pour un projet. Donc, si c'est un projet de 2 millions, tu veux avoir 25 c'est 500 000. Puis ça peut être soit en actif comme liquide, soit en marge. Une marge, ça peut-tu compter là-dedans? Marge, ça peut compter, absolument. Donc, si tu as accès à une marge de crédit hypothécaire, une marge de crédit dans ta compagnie de construction, c'est des liquidités, puis ça compte. De l'équité dans le projet, de l'équité dans le terrain. Si tu as déjà ton terrain qui est payé, ton terrain t'a coûté 600 000 pour ton projet de 8plex, puis tu l'as payé cash, bien ça, c'est 600 000 déjà que tu as investi dans ton projet. C'est ça. Fait que ça représenterait plus que 25 %. Dans le cas d'un projet de 2 millions, tu l'aurais là, avec ton terrain. On voudrait quand même avoir des liquidités aussi un peu, là, pas juste d'en dire le terrain est payé puis j'ai pas rien d'autre, mais ça contrerait exactement. Donc, juste pour revenir sur le 5 c'est sûr que ça ne s'applique pas sur des projets de construction. Dans le seul cas où est-ce que c'est vrai que tu pourrais t'embarquer dans un projet, dans un projet puis juste mettre 5 c'est dans un achat. Donc, quelqu'un qui veut vraiment minimiser la mise de fonds, là, puis la quantité de liquidité qu'il a besoin pour faire de l'immobilier, ce serait de commencer avec un achat. Un achat qui se finance à 95 Parce que là, dans le terme, quand on parle d'un achat, on parle d'un immeuble qui est déjà stabilisé, il y a déjà des locataires qui payent, il y a déjà, tu sais, comme, il n'y a pas de surprise, il n'y aura pas de beaucoup moins de risques. Beaucoup moins de risques, fait que les banques te permettent d'avoir un plus gros pourcentage. Tu as moins besoin de liquidité, disons. C'est que le financement à 95 si on est capable de l'obtenir, encore une fois, là, si la valeur économique permet de financer à 95 bien, on va être capable de le mettre en place. Tu sais, ton immeuble est construit, il est là, il est loué, donc go, on le finance à 95. Tandis qu'une construction, tu as toute la période de la construction qui est. Faut le voir comme un autre type de financement. À la fin de la construction, tu as un beau prêt à 95 en construction neuve. Une fois que la construction est finalisée, le prêt peut être superbe. Puis, on peut faire un prêt en parachevant des travaux aussi. Donc, quelqu'un qui veut se construire, il peut s'autofinancer ou se financer au privé, se financer au conventionnel. Exact. Puis, on vient mettre un prêt SCHL une fois que l'immeuble est finalisé. Puis ça peut être un prêt à 95 sans problème. Mais durant la construction, ça prend des liquidités, ça prend plus d'argent. Donc, c'est là qu'il faut faire attention de ne pas Mais je suis content qu'on l'aborde parce que ça, c'est quelque chose qui est souvent mal compris. T'sais. À cause de comment c'est écrit, à cause qu'ils disent que tu peux financer jusqu'à 95 mais c'est rarement le cas. En fait, tu ne peux pas partir un projet avec 5 de mise de fonds. T'sais. Puis même, quand tu parlais de prêt en parachèvement, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, pour ma construction, je vais je m'autofinance une partie, puis ensuite de ça, je vais en prêt privé pour le financement de ma construction. Pourquoi je fais ça, moi? C'est parce que je trouve que c'est plus dynamique, c'est plus réactif. Puis mes chantiers, honnêtement, ils durent tellement pas longtemps que, à cause que ça va vite, mes affaires, j'ai le droit de me vanter. Là, une machine. Non, mais c'est ça. Vu que j'ai pas besoin de l'argent longtemps, parce que le chantier va vite, je trouve que c'est plus flexible pour avoir mes déboursés rapidement, etc., d'y aller en privé. Puis la différence d'intérêt fait pas trop mal, encore une fois, parce que j'emprunte pas l'argent longtemps. Fait que moi, ça, c'est ma technique. Puis est-ce que c'est vrai si je dis que ça l'assouplit un petit peu aussi ton financement? Est-ce que faire un financement en parachèvement, tu vas avoir des règles un peu plus souples que si tu irais en prêt construction? Puis la différence entre les deux, juste pour être très clair, c'est que quand tu fais un prêt construction, tu vas demander des déboursés tout au long du projet. Ouais. Tu vas avoir une retenue. Puis à la toute fin du projet, quand ça va être stabilisé, c'est là que tu vas recevoir ta retenue. Puis c'est là que tu vas commencer à faire des versements hypothécaires. Ouais. Parce que pendant ton chantier, tu n'as pas de revenus. C'est un prêt balloon qu'on pourrait dire. Fait que tu payes, l'intérêt s'accumule, mais tu ne fais pas de paiement parce que tu n'as pas de loyer qui rentre. Les paiements, ils commencent vraiment juste une fois que tu as fixé ton taux, comme on parlait au début. Puis là, à ce moment-là, tu vas commencer à faire tes paiements. Tu vas avoir ton prêt 5 ans puis tout ça. La différence, c'est ça. Tandis que moi, je me finance moi-même au privé.
je m'organise avec mon prêteur privé, je m'organise pour finir. Puis quand j'ai fini, je monte les baux à mon institution bancaire, je leur montre un paquet de documents qu'ils ont besoin, puis ensuite de ça, ben là, ils me donnent mon prêt. Avec ce prêt-là, je rembourse mon prêteur privé, puis je me rembourse moi aussi parce que moi, j'ai mis pas mal plus que 5 dans le projet, là. Un point qui peut être un point fort de cette structure-là en ce moment, je dirais que ce qui se passe en ce moment là, avec le marché locatif qui se calme, là, certainement, là, qui est beaucoup plus équilibré, entre autres avec la forte baisse de l'immigration au Québec, puis beaucoup de constructions neuves qui se poursuivent. En 2025, ça a été une année record de construction neuve. 2026 s'aligne pour être une autre année record. Puis l'immigration, ça s'est calmé énormément. Donc, on a un marché qui est beaucoup plus équilibré. Il y a un taux de vacances qui est assez élevé en ce moment dans les nouveaux projets, surtout dans le Grand Montréal. C'est fou, hein? Oui. Donc, ça a beaucoup changé. On n'est plus en 2022. La crise du logement qui parlait, tu sais, c'est ça, hein? C'est ça. Ça s'est calmé. Ça s'est calmé beaucoup. Très Puis là, ce qui se passe, c'est que la SCHL puis les banques sont plus prudentes quand on vient présenter un projet de construction qui n'est pas encore construit, là, vraiment pour un prêt de construction neuve. La SCHL, en ce moment, va venir nous challenger sur les taux de vacances. Donc, de présenter un projet à 3 de taux de vacances, des fois, ils vont venir nous mettre ça à 5 des fois 7 Donc, ce qui vient baisser le montant de financement qu'on va être capable d'aller chercher. Puis aussi sur les loyers. Donc, surtout des projets haut de gamme, si on présente 8 loyers à 2000 et plus, ou des gros projets en béton où est-ce qu'il y a beaucoup de loyers en haut de 2000, parce qu'il y a un gym, il y a une piscine, il y a toutes sortes de choses, bien, la SCHL est au courant qu'en ce moment, ces loyers-là, il y a des taux de vacances qui sont très élevés, puis ils vont venir nous challenger sur les loyers marchands. Ce qui fait que le montant de financement autorisé va être souvent réduit, va être ajusté un petit peu à la baisse. Donc, une manière de venir remédier à ça, ce serait de faire un autre type de financement pour la construction, comme toi tu fais, financement privé, financement conventionnel. Il y a différentes options. Puis lorsqu'on vient présenter le projet à la SCHL, quand il est construit et qu'il est loué, bien évidemment, le risque est beaucoup moindre pour la SCHL. T'es loué. Les baux sont là, les locataires sont là. Tu ne peux pas dire non, tu ne peux pas le louer à 2002, c'est trop cher. Ben non, j'ai les baux à 2002. Tout est là. Donc, généralement, ça va passer beaucoup mieux pour le financement, surtout en ce moment. OK. Fait que de ce que j'en comprends un petit peu les grandes lignes, c'est que peut-être même que faire cette stratégie-là d'y aller en prêt à l'achèvement, ça va peut-être même faire en sorte que tu vas avoir plus de financement ou du moins des meilleures conditions de financement, peut-être. Est-ce que ça peut avoir un impact sur le taux? Le taux, pas tellement. Mais le montant. Mais le montant, tu sais, d'être capable de présenter un dossier, de dire « Hey, c'est construit déjà », c'est sûr que c'est moins risqué pour une banque. Puis, on va être capable d'avoir des conditions d'approbation plus intéressantes généralement. Donc, mais pour le taux, ça ne changera pas grand-chose. Puis je pense que ça aussi, pour les autoconstructeurs, c'est un petit peu comme moi, mais il y a beaucoup de monde justement qui se lance là-dedans, le développement immobilier, etc., qui veulent aller chercher leur licence RBQ, tu sais, puis construire eux-mêmes le projet. C'est quoi la différence pour les banques en ce moment de ce genre d'investisseurs-là de « Hey, écoute, moi, je suis allé chercher ma licence, nouvelle compagnie, nouvelle licence, pas vraiment d'expérience. » Tu sais, comment ça regarde pour ce genre de dossier-là? Bien, ça, c'est un autre point qu'il faut faire attention. Généralement, la SCHL, pas généralement, en fait, tout le temps, la SCHL va vouloir s'assurer que l'entrepreneur qui s'occupe du projet de la construction soit un entrepreneur d'expérience. Donc, est-ce que tu as déjà fait au moins un ou deux projets similaires? Si tu t'enlignes dans un projet de sixplex, as-tu déjà fait au moins un triplex, un duplex? En as-tu fait 2, 3? Tu n'es pas obligé d'avoir déjà fait exactement le même produit, mais il faut que tu aies de l'expérience, que tu puisses monter un petit CV. Sinon, ça va te prendre un entrepreneur d'expérience pour ton projet. Puis, toi, il va falloir que tu te bâtisses une petite expérience avant de pouvoir passer un dossier à la SCHL. Donc, c'est pas vrai que tu peux juste ouvrir une compagnie, puis je me lance avec un prêt APH Select là, sans expérience. Puis, au niveau du prêt à l'achèvement, est-ce que ça serait différent? Ou Oui, même pour le prêt à l'achèvement? Absolument. Non, ça serait différent parce que là, il est construit. Donc, on ne parle plus d'un prêt de construction. Donc, encore une fois, pour la SCHL, pour la banque, c'est pas... L'entrepreneur qui a construit, c'est moins important. L'immeuble a été construit déjà. Eux autres, quand ils arrivent et qu'ils financent l'immeuble, il a été inspecté, il est loué,
il est stabilisé, On a le rapport il est fini. de fin de travaux qui On a le confirme rapport que de l'immeuble est l'architecte. conforme avec. C'est ça, exact. Donc, tu sais, une fois que tu as tous les rapports de conformité, qu'on sait que l'immeuble est loué, terminé, il y a beaucoup moins de risques. Là. Mais là, la différence, fait que là, on se dirait tout, wow, c'est formidable. Pourquoi on ferait ça, un prêt de construction? Tu sais, on va juste faire des prêts à l'achèvement. Mais la réalité de la chose aussi, moi, je l'ai dit, mes chantiers vont vite, je suis capable d'absorber ça, je mets une bonne mise de fonds. Mais il y a vraiment une grosse différence dans les taux d'intérêt. Disons que tu te finances avec un prêt de construction ou vers un prêt privé. Là. Ben oui. Peux-tu nous en dire plus un petit peu comment que tu vois ça, toi, en ce moment, dans le marché, dans le prêt privé, dans ce genre de choses-là, puis dans le prêt construction? C'est quoi des taux qu'on pourrait se référer là, pour des. Oui. Prêt de construction en SCHL, si on parle d'un prêt entre 1 à 3, 4, 5 millions, je dirais, là, des projets de moyenne envergure, on va parler habituellement à Prime plus 1, Prime plus 1,5. Puis Prime, aujourd'hui, c'est quoi ça? C'est le taux? 4,45. C'est le taux, le taux préférentiel des banques. OK. Fait qu'en ce moment, c'est 4,45 à peu près. 4,45. Ça, c'est pas en lien avec le CMB? Non. OK. Ça, Non. c'est-tu en lien avec le taux directeur? Bien, le taux directeur va venir, Influencer ça. Absolument, c'est ça. Donc, OK. donc si la Banque du Canada décide de venir baisser le taux directeur, les taux Ça variables vont être affectés OK. par Fait que là, ça. on est à Prime plus 1 Aujourd'hui, on appellerait ça à peu près du 6 quelque chose Ben, comme c'est ça, 5,5, 6, OK. dépendamment c'est quoi le. Donc, En ça date serait pour un d'aujourd'hui. prêt durant la construction en Ouais. SCHL. C'est pas mal ça le market. OK. Puis si on est en haut de 5 millions, là, on pourrait avoir du Prime plus 0. OK. Donc, vraiment être à Prime, ça commence pas mal à ces montants-là. Fait que c'est pas si cher que ça, 5 d'intérêt, disons, pour des plus gros projets, là, 5,5. Maintenant, j'aimerais ça que tu nous contrastes ça avec, disons, un prêt privé. Là, dans le prêt privé, il y a toutes sortes. On voit c'est toutes sortes large, de choses, là. exact. Ouais, c'est large, là, mais tu sais, qu'est-ce que tu vois qui est, comme je te dirais, qu'est-ce que tu qualifierais qui est raisonnable, qui fait du sens aujourd'hui, tu sais, qui est comme commun? Oui, bien, c'est sûr qu'on va être entre 10 et 14 Généralement, Ouais, c'est là qu'on ouais. se situe pour du privé. Là. Puis après ça, il y a des frais de dossier. Les prêteurs privés C'est vont ça généralement aussi, charger hein. entre 2, 3, des fois 4 de frais de dossier. Puis c'est là que ça coûte très cher, je trouve, tu sais. Ouais. Donc, c'est pas des prêts pour débutants, c'est sûr et certain. Moi, je ferais très attention de ne pas recommander ça à quelqu'un qui se lance dans un premier projet. Il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on fait. Il faut être confiant de ça va se construire vite, j'aurai pas de délai. Toi, tu sais ce que tu fais, tu sais c'est quoi tes délais, tu sais c'est quoi tes timelines. Exact. Tu sais que ça va aller vite. Tu es capable Je connais de. mes sous-traitants, j'ai connais tes l'expérience. sous-traitants, c'est ça. Fait que, Tu as une relation avec ton prêteur privé aussi. Tu sais que c'est pas quelqu'un qui va te mettre dans le trouble si jamais il y a un petit imprévu. Donc, la qualité du prêteur privé, c'est super, super important. On ne veut pas arriver avec. Il y a des mauvais prêteurs privés dans l'industrie, donc on veut faire attention. Puis sinon, ben, l'entre-deux, ce serait un prêt conventionnel. Donc, on n'est pas obligé d'aller en SCHL non plus. On peut aller avec un prêt directement avec Desjardins, par exemple, ou Banque Laurentienne, qui en font beaucoup. Donc, ça serait un prêt sans l'assurance SCHL. Donc, on a moins de délais, moins de documentation requise, moins de. Par contre, peut-être un petit peu plus de frais au niveau du taux d'intérêt. Donc, on va se situer plus à Prime plus 2 peut-être. Tu vois, tu m'apprends quelque chose parce que ça, j'avoue, j'ai jamais vraiment pensé à cette option-là. Moi, c'est une belle option, c'est sûr. Conventionnel, OK. Mais ça, j'imagine qu'il va falloir que tu mettes un peu plus de mise de fonds. Toujours, oui. Mais en même temps, c'est juste pendant la construction, puis ensuite de ça, à l'achèvement, quand tu as terminé, bien là, tu as ton prêt SCHL qui embarque. C'est la même chose que si tu aurais fait un prêt privé. Exact. Ouais. Puis, belle option que même moi, honnêtement, Encore une fois, en ce moment, l'aspect parachèvement des travaux, le financement SCHL en parachèvement, je crois que c'est vraiment 2026 risque d'être une bonne année pour cette option-là. Parce que présenter un dossier de construction directement à la SCHL, on va se faire un peu plus challenger. C'est rendu plus difficile, ça va jouer sur ton financement. Oui. Tu as touché à quelque chose que je veux qu'on discute aussi tantôt. Tu as parlé juste du marché immobilier qui ralentit, de demande de location, tout ça. Si tu avais une boule de cristal, c'est quoi que tu vois, toi, pour les prochaines. C'est quoi ton forecast 5 ans, disons, là, à peu près, là? Pour le fun, là. 5 ans, c'est long. OK, disons, mettons, laisse faire 5 ans, qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans? On n'a aucune idée de ce qui va se passer avec l'Iran et tout ça, puis le géopolitique d'aujourd'hui, on le sait. Trump ne sera plus là dans 5 ans.
Ouais, Ça, on le sait. c'est vrai, ça va peut-être calmer les choses, Ouais. certainement. Mais disons, là, dans le futur quand même rapproché, qu'est-ce que tu vois économiquement au niveau de l'offre et la demande du marché locatif, au niveau de la location? Ouais. Ça serait quoi, là, tu dirais, ton two cents, comme Ben, on dit? ouais, mon two cents, ce serait, bon, 12 à 24 mois, je dirais que tu sais, ce que je peux prévoir, c'est un marché locatif plus équilibré. Je pense que ce serait le bon mot. Les gens en ce moment, tu sais, sont comme, oh my God, comment ça se fait que ça ne se loue pas comme en 2022, 2023? Oui, mais 2022, 2023, c'était une surchauffe, là. Tu sais, c'était vraiment une crise du logement. Là, ce qu'on voit, c'est juste un marché qui est plus équilibré. Pourquoi? Parce que Dans les taux de vacances. il y a moins d'immigrants, il y a moins de nouveaux arrivants, donc il y a moins de demandes, puis l'offre continue à. Il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles offres encore. Ouais. Donc, il y a une stabilisation qui se fait au niveau des prix. Les nouveaux projets comme ici, ça va continuer à bien se louer, mais il faut juste être plus réaliste au niveau des loyers à aller chercher. Ouais. Tu sais, peut-être pas s'attendre à avoir le max, max, max sur tous Exact. tous ces loyers. Peut-être dire, regarde, moi je fais un projet, puis je m'attends à ces loyers-là qui sont raisonnables, puis qui répondent à ce que le monde soit capable de payer dans le marché en ce moment. Puis ton projet va bien aller. Mais tu sais, il faut juste faire attention de ne pas avoir des attentes trop incroyables. Puis Les personnes qui font leur pro forma puis qui vont trop agressifs, qui Ouais. pensent que ça va se louer tu sais, des petits 4,5 à 1600, tu sais, ils vont avoir plus de misère. C'est ce monde-là qui va avoir plus de misère. C'est les gens qui visaient trop haut, qui visent trop fort. Mais si tu as des attentes réalistes, puis tu te dis, regarde, peut-être que pendant 2 ans, 3 ans, mes hausses de loyer aussi ne seront pas énormes. Mais Ouais. après ça, à un moment donné, ça va reprendre. C'est juste que là, tu sais, à un moment donné, les loyers montent en fou là, depuis les 5 En dernières fou, années. ouais, là. complètement. On peut pas, ça peut pas continuer à monter comme ça tout le temps. Ben là. non. Les locataires, ils ne suivront plus. On serait rendu à 2500 dans, tu sais, ça n'aurait pas de bon faut sens. que ça se calme un peu. Ouais, Puis ouais. c'est ce qu'on veut voir, tu sais, des augmentations de 2 à 4 par année. C'est plus ça tu sais, on veut voir des augmentations qui sont plus raisonnables pour les Ouais. locataires aussi. Donc, tu as été courtier immobilier avant d'être courtier hypothécaire. Ouais. Tu as aussi un parc immobilier, tu fais de l'optimisation de logement, tout ça. Là, présentement, comme on parle, ça se resserre un peu dans le développement immobilier. Là. Tu sais, c'est un petit peu plus difficile qu'il y a 5 ans. Serais-tu d'accord avec moi? Oui, je serais d'accord avec toi. À cause du prix des terrains, du prix de construction. Y a-t-il des opportunités que tu verrais sur le marché que tu dis ça, c'est un bon véhicule d'investissement en ce moment, aujourd'hui, en immobilier, tu sais? Oui. Par exemple, il y a plusieurs années, tu sais, disons, dans les années du COVID, les chalets locatifs, c'était la fureur. Là, tu sais, Ouais. c'était la folie, c'était vraiment un bon investissement. Là, plein de monde se sont pitchés là-dedans. Il y en a partout aujourd'hui. Moi, personnellement, je n'investirais pas en chalet locatif. Tu sais. Là, le développement immobilier, on vient d'en parler. Je trouve qu'on s'en va vers ça un petit peu. Tu sais, des mises en chantier record 2025, 2026, ça va vraiment être une grosse année. Fait que le logement condo dans lequel, comme on est un petit peu là, à 1600 $, il y en a beaucoup sur le marché. Ouais. Y a-tu des opportunités que tu vois, quelque chose que tu penses qu'en ce moment, peut-être c'est un peu un secteur délaissé de l'immobilier, mais que tu penses qu'il va être bon dans les prochaines années? Oui, bien, moi, ce qui me vient à l'idée, c'est surtout des immeubles existants qui ne sont pas optimisés, qui ne sont pas rénovés, qui sont peut-être mal loués, mal gérés. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Il y en a une L'optimisation. tonne. Ben oui, il y en a une tonne. Puis surtout dans des villes, je dirais en ce moment, la plus grosse opportunité, c'est dans des villes. Il y a plein d'opportunités à Montréal. Moi, je suis de Montréal personnellement. Ouais. Je connais très bien ce marché-là. Je pense que les meilleures opportunités, c'est même plus des plus petites villes comme Ville de Québec, le marché est encore super fort. Trois-Rivières, le marché est super fort. Sherbrooke, le marché est fort. Donc, il y a des villes comme ça. Laval, le marché est encore très actif. C'est le Grand Montréal, là, mais bref, puis il y a plein d'immeubles qui sont juste vraiment pas optimisés, qui sont mal loués, qui sont loués vraiment en dessous de la valeur marchande. Donc, c'est sûr que si tu viens acheter ce type de propriété-là, en ayant un projet de dire je vais rénover, je vais investir, je vais améliorer l'immeuble, puis je vais augmenter les loyers d'une manière raisonnable, encore une fois, je pense qu'il y a vraiment des belles opportunités, puis tu prends beaucoup moins de risques que de dire hey, je vais aller construire un 24 logements avec des gros loyers, puis j'ai tout le côté incertitude au niveau des coûts de construction, du taux d'intérêt, de la variation du marché qui s'en vient.
Donc, pour quelqu'un qui veut prendre un peu moins de risques, mais qui veut quand même avoir l'aspect entrepreneurial, je crois que ça, c'est les belles opportunités pour les prochains 12-24 mois. Ça pourrait être super intéressant. Puis, Ben, c'est une bonne main. Je suis d'accord avec toi parce qu'on retourne un petit peu. C'est drôle parce qu'on avait un invité qui est passé avant toi dans le dernier épisode, puis il disait un petit peu la même chose que toi, qu'on va revenir un petit peu, tu sais, les coûts de circuit en développement immobilier, je pense que c'est un peu fini, tu sais. Peut-être ça va revenir, mais c'est beaucoup plus difficile que ce que c'était. Mais si tu veux faire de l'immobilier puis être patient, c'est encore un super beau véhicule d'investissement, oui, là, tu sais. oui. Puis la force de ça, c'est que tu construis du neuf. C'est tellement le fun de dire j'ai un immeuble neuf qui aura probablement pas beaucoup de troubles pendant 25, 30 ans, 35 ans. Tu as encore l'aspect de pouvoir augmenter tes loyers pratiquement comme tu veux pendant 5 ans. Il y a beaucoup d'avantages avec le neuf, veux pas. Puis la possibilité d'aller chercher un financement quand ton immeuble est neuf puis qui est super bien loué, qui est optimisé from day one, c'est quand même super intéressant. Le défi avec les immeubles existants, c'est que souvent le financement à l'acquisition est un peu plus difficile. C'est là que vient aussi, nous autres, les courtiers hypothécaires, on a des belles options. Moi, j'utilise beaucoup le produit de financement qu'on appelle le bridge en anglais, le bridge loan. C'est des financements qui sont plus souples. On peut aller chercher des financements à 80, voire même 90 même si l'immeuble n'est pas rentable. Donc, j'ai des clients qui achètent des immeubles. On va venir mettre en place un bridge. Là, il va faire son optimisation, sa rénovation. Il va peut-être mettre des thermopompes pour faire un projet APH Select. Puis après ça, après 1 an, on va faire un refinancement APH Select. Puis il va ressortir toute son équité et souvent même plus. Puis dire, regarde, j'ai cet immeuble-là, j'ai ressorti ma mise de fonds, maintenant il est rénové, puis go, on en refait un autre. Donc, il y a des belles structures qu'on peut faire, mais il faut connaître les bons produits de financement. Parce que si tu vas juste voir ta banque pour un prêt conventionnel, un immeuble pas optimisé, ça peut être facilement 40, 45, 50 de mise de fonds. Là, Mais OK, ben justement, en terminant, puis ça, je trouve que on va bien terminer là-dessus, tu sais. Je vais te donner une petite question bonbon là, en finissant. Yes. Tu penses-tu que c'est mieux de faire directement affaire avec une banque comme Desjardins ou quelque chose, puis aller voir un conseiller là-bas, puis faire affaire avec eux, ou de passer par un courtier hypothécaire, puis explique-nous la différence entre les deux? Ne jamais appeler les banques directement. Jamais. Faites pas ça. Non, Bad non. news. Non, mais en vrai, travailler avec un courtier hypothécaire, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'avantages. Sinon, je ne ferais pas ça. Si je ne croyais pas à ce qu'il y avait des avantages, je ne ferais pas ça de ma vie. Je pense que le premier gros avantage, le point fort, c'est de dire tu vas avoir un allié pour ton financement qui va travailler 100%. pour toi et non pour la banque. Donc, quand si tu contactes la banque directement et tu deals avec un banquier, lui, il travaille pour la banque, que ce soit Desjardins, Banque nationale, Banque Laurentienne, toutes ces banques-là. Le banquier travaille pour la banque. Lui, il va monter ton dossier de financement. Oui, il veut que ça marche, mais il va monter le dossier pour les paramètres de la banque, pour que la banque elle soit confortable avec ses taux, puis ses paramètres à eux. Versus un courtier hypothécaire, un bon courtier hypothécaire va s'assurer de monter la demande de financement pour maximiser le dossier pour le client, maximiser le taux d'intérêt, maximiser le montant de financement, maximiser tout ce qui est possible de faire pour qu'on aille chercher un financement optimal finalement. Puis, le courtier hypothécaire ne travaille pas pour une banque, il travaille pour le client, puis il va aller chercher les offres de toutes les banques qu'il peut, puis s'assurer d'aller chercher le meilleur taux, les meilleurs frais, les meilleurs termes de financement. Donc, quand tu travailles avec un courtier, bien, tu t'assures d'ouvrir toutes les portes que tu peux. Puis ça implique aussi des banques virtuelles qu'un client n'aurait pas accès sans courtier hypothécaire. Donc, en SCHL, les banques virtuelles prennent une place super importante. Les People's Trust, les MCAP, Peak Hill, des banques qui sont moins connues, mais qui offrent des excellents taux en SCHL pour les taux, pour les prêts long terme. Donc, ces banques-là sont un petit peu moins impliquées dans la construction, surtout pour des plus petits projets. Mais pour les prêts long terme, sont super compétitives et dans pratiquement tous les cas, vont offrir des meilleurs taux que les banques à charte. Nice. OK? L'autre petit point aussi que je dirais, c'est que quand tu travailles avec un courtier hypothécaire, tu crées une relation avec ce courtier hypothécaire-là. Puis, les banques, d'une année à l'autre, ne sont pas toujours les plus compétitives. T'sais, à un moment donné,
il y a une année que Banque Nationale va être super forte. Puis là, après ça, l'autre année, ça va être Desjardins. Après ça va être Banque Laurentienne. Ça va être une banque virtuelle. Donc, ça change tout le temps. Mais ce que tu fais si tu travailles avec un courtier hypothécaire, c'est que tu crées une relation avec lui, puis une manière de travailler. Puis moi, que ce soit, tu sais, on présente le dossier à une banque ou à une autre, bien, on va toujours avoir notre façon de travailler ensemble. Ça ne disparaîtra jamais. C'est ça, puis on crée une, comment dire, il y a une efficacité qui se crée là-dedans. Tandis que toi, si tu vas voir la Caisse des Jardins, puis que là, à un moment donné, ils sont plus là, ils sont plus compétitifs, puis là, il faut que tu crées une nouvelle relation avec une autre banque. Ouais, là, ça tu reprends à zéro. Tu reprends à zéro, puis là, il y a des nouvelles manières de travailler, puis là, tu sais pas, puis tu sais pas non plus si tu as la meilleure offre. Donc disons que travailler avec un bon courtier, là, tu vas sauver beaucoup de temps, tu vas sauver beaucoup d'argent en frais, puis tu vas créer une efficacité. Les délais vont être beaucoup moins dans ton dossier, c'est sûr, sur sûr. Nice, nice. Bon, ben en tout cas, je pense que ça fait bien le tour. Merci beaucoup, Derek, d'être venu et d'avoir jasé de ça avec nous. D'ailleurs, si vous voulez contacter Derek pour un financement commercial, on va mettre ces informations en dessous du vidéo. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci, Derek. Et merci à toi. On va se dire à la prochaine vidéo. Ciao!